Tu exagères, ce n'est qu'un mariage, a dit ma mère quand je n'ai pas été invité au mariage de ma propre sœur. À la place, j'ai réservé un voyage quelques jours plus tard. Ma famille n'arrêtait pas de m'appeler sur mon portable. Je m'appelle David Romero, j'ai 33 ans, je suis architecte, je vis à Séville, et il y a 2 semaines, j'ai découvert que ma petite sœur Claudia m'avait effacé de sa vie comme si je n'avais jamais existé. Et elle l'a fait de la manière la plus élégante et cruelle possible, un mariage sans invitation. Oui, ma propre sœur, ma petite fille, celle que j'ai protégée, défendue, pour qui j'ai sacrifié des amitiés, des relations, des vacances, et même des rêves. Celle qui pleurait sur mon épaule quand maman lui criait dessus, qui m'appelait à minuit quand son premier petit ami l'a quitté, qui a vécu dans mon appartement pendant 2 ans pendant ses études et qui ne savait même pas éteindre la lumière, à qui j'ai offert son premier ordinateur portable et payé son master. Claudia, mon sang. Et pourtant, quand elle a annoncé son mariage à Grenade, je n'ai reçu ni un mot, ni un WhatsApp, ni un email, rien. Et le pire, cette phrase qui me brûle encore la poitrine, nous n'avons invité que les gens vraiment importants pour nous. Elle l'a dit sur Instagram, dans une story avec ce petit ton doux qu'elle utilisait toujours pour manipuler tout le monde, avec son faux sourire, sa robe blanche d'essayage, la musique romantique en fond. Et oui, j'ai vu les noms, tous les cousins éloignés, les amis du collège, l'ancienne prof de littérature, même une grand-tante qui vit au Brésil. Tout le monde sauf moi. Quand j'ai demandé à maman parce que bien sûr que je l'ai fait, malgré la boule dans la gorge et les mains tremblantes, elle m'a juste répondu avec cet air de supériorité froide qui la caractérise, « Oh David, n'en fais pas toute une histoire, ce n'est qu'un mariage. » Juste un mariage, comme si je ne savais pas ce que ça signifiait, comme si ça ne me faisait pas mal qu'après tout, après des années à être son bouclier, son épaule, sa banque personnelle, je ne sois même pas digne d'être parmi les importants. C'est à ce moment-là pas quand j'ai lu la liste des invités, pas quand ma tante m'a écrit pour me demander pourquoi je n'y allais pas quand mon père, comme toujours, s'est lavé les mains mais quand ma mère, celle qui m'exigeait de me sacrifier pour le bien de la famille, m'a regardé dans les yeux et m'a dit que ce n'était qu'un mariage, quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose que je ne compte plus reconstruire. Cette nuit-là, pendant que le groupe familial explosait de même sur les préparatifs du mariage, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai réservé un voyage à Ibiza. Première classe, hôtel boutique avec spa, vue sur la mer, juste pour moi. Et avant de fermer ma valise, j'ai posté une story, coupe de champagne, coucher de soleil, plongeons dans la piscine. Parfois, la famille, ce n'est pas là où tu es né, mais là où tu te sens enfin en paix. 20 minutes plus tard, j'avais 8 appels manqués. Et ce n'était que le début. Ibiza m'a accueilli avec du soleil et du silence. Un silence différent, pas celui de l'indifférence familiale, pas celui de ces dîners où tout le monde parlait par-dessus moi comme si je n'étais pas là. C'était le silence de la paix. Les premiers jours, je n'ai fait que marcher sur le sable, nager, boire du vin blanc et regarder la mer jusqu'à ce qu'elle avale le soleil. J'ai désactivé les notifications, oublié le groupe WhatsApp familial intitulé « Mariage de Clos ». Mais le passé a de longues mains, et la famille encore plus. Jour 3, j'ai décidé de regarder mon téléphone, 48 messages, 11 appels manqués, un nouveau post de ma sœur avec le titre « Compter les jours avec les gens qui comptent vraiment ». Et là, ils étaient tous, cousins, oncles éloignés, même une prof du collège. Qui n'était pas là? Moi. Celui qui l'a à moitié élevé quand nos parents travaillaient, qui a payé son master, qui a supporté ses ruptures, ses drames, ses silences. Ce même jour, ma mère m'a envoyé un message, « Chérie, ne le prends pas comme ça, ce n'est qu'un mariage, ne fais pas de drame. » Juste un mariage, comme si ça ne faisait pas mal, comme si je ne savais pas que ce que Claudia voulait vraiment dire, c'était « Tu ne fais plus partie de mon cercle, tu ne me donnes pas de prestige, tu ne me sers à rien. » Et c'est là que j'ai posté la première photo, moi dans la piscine à débordement de l'hôtel, une coupe de cava à la main, avec le texte « Parfois, s'éloigner est la seule façon de respirer à nouveau. » #nouveau départ #sans filtre. Jour 5, ma tante Inée, la seule qui ait toujours eu un peu de chaleur humaine, m'a appelé « David, mon chéri, que se passe-t-il? Ta mère dit que tu fais un scandale sur les réseaux. » Claudia est contrariée. Contrariée? Pourquoi? Parce que je montre que je vais bien? Parce que je ne pleure pas comme ils s'y attendent? Tante Inée a soupiré, je dis juste, essaie de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ta sœur est nerveuse, c'est son moment. Oui, ai-je répondu, son moment pour effacer ceux qui ne lui conviennent pas. Jour 6,
Mon père, cet homme qui a toujours été l'ombre de ma mère, m'a appelé. Son ton était comme d'habitude, diplomatique, neutre, lâche. David, ne fais pas attention, ces choses se compliquent, tu sais comment sont les femmes avec les mariages. Et pourquoi suis-je le seul qui n'est pas là? Pourquoi même les voisins ont été invités? Parce que Claudia a décidé ainsi. Tu es adulte, fiston, tout ne tourne pas autour de toi. Bien sûr, mais quand il s'agit de payer quelque chose, quand il y a un problème, là, tout tourne autour de moi. Et puis est venu le coup final. Un message de ma mère, David, peux-tu signer la caution pour le nouvel appartement de Claudia? Il nous manque tes papiers pour la banque. On en a déjà parlé. Ils n'avaient pas parlé avec moi. Ils avaient décidé pour moi, comme toujours, comme si mon salaire faisait partie du budget familial, comme si mon compte en banque était un héritage commun. Et là, avec le soleil qui se couchait sur Ibiza et une coupe de vin à la main, j'ai su que c'était fini. J'ai enregistré une note vocale pour le groupe familial. Ma voix était calme mais ferme, je ne vais rien signer. Je ne vais rien justifier. Je ne suis ni la banque ni le sauveur émotionnel de personne. Si tout ça vous semble normal, je vous souhaite bonne chance, mais sans moi. Silence. Puis, peu à peu, les messages ont commencé à arriver. D'abord Claudia, puis maman, et même le fiancé de Claudia. Tous avec le même ton, confusion, surprise, culpabilité masquée sous de l'inquiétude. Mais j'étais déjà loin, plus loin que jamais, et pour la première fois, je me sentais proche de moi. Le jour du mariage est arrivé, un samedi. Moi, à Ibiza, prenant tranquillement mon petit déjeuner face à la mer, café, tartine, zéro stress. Pendant ce temps, à Grenade, tout le monde était en mode l'événement du siècle. Je ne vais pas mentir, j'étais curieux. J'ai ouvert Instagram. Le classique, Claudia postant 1000 stories de la robe blanche, le bouquet, le maquillage, l'entrée avec papa comme s'ils étaient proches, les amis hurlant la plus belle mariée, et la chanson typique en fond, genre Ed Sheeran ou quelque chose comme ça. Tout très joli, très parfait. Ou du moins, ça en avait l'air. Vers midi, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. D'abord un message de mon cousin Javi, mec, tu savais ça? Avec un lien vers un fil Twitter. J'ouvre, une vidéo filmée depuis un des bancs à l'arrière de l'église. Claudia à l'hôtel, accrochée au bras du fiancé, la musique en fond, tout le monde applaudissant. Et soudain, le type s'arrête. Littéralement, il se fige, comme si quelque chose lui traversait l'esprit. Elle lui murmure quelque chose, on n'entend pas bien, il lui répond sans la regarder, et sans un mot de plus, il se retourne et s'en va. Comme ça, devant tout le monde. Une femme crie, une autre se met à pleurer, la mère du fiancé se lève comme si elle avait reçu un coup au ventre. Claudia reste immobile, les yeux écarquillés. Le prêtre ne sait pas quoi faire. Un agent de sécurité tente d'arrêter le fiancé, il le repousse d'un coup et sort par la grande porte. La caméra bouge, tombe par terre, des gens courent derrière, des voix, des cris, un chaos. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Je n'y croyais pas. J'ai pensé que c'était une blague, un montage. Mais non, elle a été postée par 3 comptes différents, sous des angles différents. Confirmé, le mariage s'est effondré en plein hôtel devant 150 personnes. Et bien sûr, ce qui a suivi était prévisible. Message de ma tante Carmen, David, s'il te plaît, réponds, Claudia va mal, on a besoin que tu viennes. Pardon? Maintenant, je fais partie de la famille. Maintenant, je suis utile. Après qu'il ne m'ait même pas invité au mariage, après que Claudia ait dit publiquement que seuls les importants seraient là. Je l'ai laissé en vue. Puis ma mère, s'il te plaît, David, c'est un désastre, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé, ta sœur a besoin de toi. Pas de réponse non plus. Un peu plus tard, un message vocal arrive. C'était la voix de Sergio, le mari d'une cousine, frangin, tu ne sais pas le bordel. Le fiancé a découvert des messages de Claudia avec un ex. Une folie totale. C'était récent, genre il y a 2 mois. Quelqu'un les lui a montrés juste avant la cérémonie. Ce n'était pas un hasard, il les avait imprimés, papier en main, il les lui a jetés à la figure dans le vestiaire. Il a dit quelque chose comme « C'est ça qui m'attend si je me marie avec toi ». Et il est parti. Boum. Et là, je me suis souvenu de cette fois où Claudia m'a appelé en pleurant à 2 heures du matin parce que son ex l'avait larguée pour une autre.
J'étais allé la chercher en voiture sans rien dire, j'avais conduit, passé 1 heure à l'écouter dire que personne ne la comprenait, je lui avais fait de la soupe, je l'avais laissée dormir dans mon lit pendant que je prenais le canapé. 2 jours plus tard, elle était retournée avec ce même type et ne m'avait jamais remercié. Alors non, ça ne m'a pas surpris qu'elle continue à lui écrire, ni qu'on le découvre et qu'on le lui jette à la figure le jour du mariage. Et honnêtement, ça ne m'a pas fait de peine. Ça m'a mis en colère, parce que je sais que si tout s'était bien passé, il ne se serait même pas souvenu de moi. J'ai passé l'après-midi au spa, massage, sauna, détente totale. J'ai posté une photo, moi en peignoir, coupe à la main, fond de mer turquoise. Moins de drame, plus de massage. #autosoin #pas disponible. Silence total. J'ai éteint mon téléphone. Plus de vibrations, rien. Fini le David va tout arranger, fini le David, aide-nous, fini d'être le soutien émotionnel gratuit d'une famille qui ne me voit que quand ça l'arrange. Et pendant que tout brûlait là-bas à Grenade, j'ai dormi comme un roi pour la première fois depuis des années. Je suis rentré à Séville 1 semaine après le mariage. Pas par nostalgie ni pour la famille, mais pour régler des choses, vider l'appartement, faire des papiers, le minimum. Je n'ai répondu à aucun message, je n'ai pas ouvert un seul des 80 WhatsApp en attente. J'en ai vu certains sur l'écran verrouillé, Claudia va mal, maman n'arrête pas de pleurer, ne sois pas cruel. Cruel, moi? Après qu'il m'ait effacé du mariage comme si je n'existais pas, après des années à tout encaisser et avaler chaque humiliation en silence? Maintenant, je suis le cruel? Eh bien oui, s'ils veulent appeler ça être cruel, qu'ils m'appellent cruel. Je suis allé chez le notaire, j'ai retiré mes parents comme bénéficiaires de mes comptes, j'ai modifié mon testament et j'ai fermé ce compte que ma mère utilisait pour des choses familiales et qui, bizarrement, servait toujours à payer quelque chose pour Claudia. Ce même jour, je reçois un message d'elle, David, la carte du supermarché ne marche plus, il y a un problème avec le compte? Je lui ai répondu, compte fermé. Rien de plus. Je n'avais pas envie de m'expliquer. Et puis, comme toujours quand on commence à poser des limites, quelqu'un se pointe en personne. Ma mère est venue sans prévenir. Sonnette à 8 heures du matin, moi encore en peignoir avec mon café à la main. J'ouvre, et la voilà, avec cette tête qu'elle fait quand elle veut qu'on ait pitié d'elle. David, tu vas vraiment faire ça? Nous sommes ta famille. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé. J'ai eu du mal à ne pas rire du cinéma. Il y a quelques mois, elle m'avait fait sentir minable parce que j'avais dit que j'étais épuisé par le travail. Je me souviens, j'étais arrivé chez mes parents pour dîner, j'étais crevé, j'avais mal à la tête à cause du stress. Je leur avais dit que j'avais peut-être besoin de m'éloigner un peu, que j'avais l'impression que personne ne m'écoutait. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a regardé, elle a ri et elle a dit, « Oh David, ne commence pas avec tes drames, toujours aussi exagérés. » Cette phrase m'a tué. Je l'ai encaissée, comme toujours, j'ai souri, comme toujours. Mais ce jour-là, j'ai su que dans cette maison, je ne pouvais pas être humain. Je devais être utile, fort, disponible. Revenons à la porte. Maintenant, je suis de la famille. Après que je n'ai pas été assez important pour avoir une chaise à l'église. Elle s'est tue. Claudia va très mal, David, elle est au lit, elle ne parle à personne. Ce n'est pas mon problème. Ça m'a fait mal de le dire, je ne vais pas mentir, mais c'était nécessaire. Ton père est très inquiet. Et où était-il quand vous avez décidé que je ne valais pas une place à l'église? Rien, silence. Je suis fatigué, ai-je dit. Fatigué d'être toujours disponible pour vous, de payer, d'endurer, de sauver. Mais nous sommes ta famille. Non, vous étiez ma famille. Maintenant, vous êtes des gens qui portent le même nom que moi. J'ai fermé la porte. Pas de manière dramatique, juste fermé. 2 semaines plus tard, j'ai quitté Séville. J'ai déménagé à Valence. Un petit appartement, mais tranquille. Travail à distance, routine simple, personne pour me déranger. Je n'ai prévenu personne, pas de dîner d'adieu, pas de discussion finale. Je suis parti, comme ils l'ont fait avec moi pour leur précieux mariage. Et depuis, je dors mieux. Plus de réveil par un David, peux-tu faire quelque chose pour moi, plus besoin d'expliquer comment je dépense mon argent, plus besoin de faire semblant d'aller bien pour qu'on ne me traite pas de dramatique. Maintenant, je vis vraiment, tranquillement, sans culpabilité,
sans remords, sans eux. 6 mois ont passé. 6 mois sans appel d'urgence, sans David, peux-tu, sans avoir à tout encaisser. Et pour la première fois de ma vie, la paix. Je ne dis pas que c'était facile. Les premiers jours à Valence étaient étranges, je me réveillais en attendant que quelqu'un ait besoin de moi, comme un réflexe. Mais ensuite, le silence a commencé à faire du bien. Je me levais, faisais mon café, travaillais tranquillement, sans avoir à résoudre leurs problèmes, sans qu'on me dise que j'exagère. Je vivais pour moi, et ça, je ne l'avais jamais fait. 3 semaines plus tard, la première tentative de réconciliation. Un message de Claudia, « Salut, je sais que je n'ai pas le droit, mais je voulais te dire que je suis désolé. » Je l'ai lu, je l'ai laissé là. 2 heures plus tard, un autre, « J'ai beaucoup merdé, j'avais besoin de toi ce jour-là et après, mais toi aussi, tu as été cruel. » Et là, j'ai ri. Moi, cruel? Après qu'elle m'ait effacé, après des années à m'utiliser pour tout ce dont elle avait besoin et ensuite m'ignorer au moment le plus important de sa vie? Je n'ai pas répondu. Pas par fierté, mais par dignité. Ensuite, ma mère m'a écrit un email, un simple email, « Fiston, nous faisons tous des erreurs, l'important, c'est de pardonner. La famille, c'est tout ce qu'on a. Non, ce qu'on a, ce sont des choix, et j'ai fait le mien. » 1 mois plus tard, je les ai croisés par hasard. J'étais à Valence, en terrasse, en train de boire un verre avec une amie. Maman, papa et Claudia étaient là pour un week-end de déconnexion. Ils m'ont vu. Claudia a baissé les yeux, papa m'a fait un signe de main gêné, maman est venue jusqu'à la table. « David, tu ne vas pas nous saluer? Je suis occupé. Tu ne vas même pas parler à ta sœur? Elle a parlé avec moi avant de m'effacer. » Silence. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, maman? Que je suis content de vous voir? Je veux juste qu'on redevienne une famille. » Et là, je l'ai lâché, j'ai déjà une famille. Les gens qui me respectent, qui ne m'utilisent pas. Vous avez eu votre chance, vous l'avez perdue. Elle est restée figée. Je me suis retourné, j'ai repris mon café. Maintenant, les conséquences. Parce que oui, tout a des conséquences. Claudia vit chez une amie dans un appartement en location. Le prêt pour le nouvel appartement est tombé à l'eau parce que je n'ai pas signé comme caution. Elle travaille sur quelque chose de temporaire et, d'après ce qu'on m'a dit, elle prend des médicaments pour l'anxiété. Ça me fait un peu de peine, mais ça ne me rend pas les années que j'ai passées à être son soutien émotionnel et financier. Ma mère raconte maintenant que David traverse une phase. Selon ma tante, elle se fait passer pour une victime devant tout le monde. Elle a vendu sa voiture, annulé son abonnement à la salle de sport, et elle ne va plus au centre esthétique habituel. Le compte partagé n'existe plus, le robinet est fermé. Mon père, lui, ne dit toujours rien. Il n'a jamais appelé, jamais écrit. Je l'ai vu ce jour-là à Valence, et il m'a salué comme si j'étais le portier de l'immeuble. Je n'attends plus rien de lui. Il n'a jamais vraiment été là. La famille élargie? Silence total. 2 cousins m'ont écrit en privé pour répondre, mais je ne veux pas de problème avec la tante. Comme d'habitude, beaucoup te comprennent en secret, peu le disent à voix haute. Et moi, je vais bien. Je suis tranquille. J'ai un petit studio à Valence, je travaille à distance, j'ai des clients qui me respectent. Je vais courir le matin, je lis, j'écris, je ris plus. Personne ne me demande d'explications, personne ne m'exige plus que ce que j'ai, personne ne me fait sentir que je dois mériter l'affection. Aujourd'hui, ça fait exactement 6 mois depuis le mariage, et je ne les ai pas revus. Et ça ne me manque pas. Parfois, on me demande si je me sens mal d'avoir coupé les ponts avec ma famille. La vérité, c'est que je me sens libre. Je me sens enfin moi. On me traitait d'égoïste, mais ils ne savaient pas à quoi ressemble quelqu'un qui commence enfin à vivre pour lui-même. Merci d'avoir lu. Et si tu lis ceci en te demandant si tu devrais couper avec ce qui te brise en 1000 morceaux, fais-le. N'hésite pas. Parce que la paix n'a pas de prix, et vivre pour les autres, ce n'est pas une vie. David mise à jour finale en réponse à vos commentaires ***. Waouh, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'ai partagé mon histoire pour me libérer, pour sortir quelque chose que j'ai ravalé pendant des années. Je pensais que certains s'identifieraient, que d'autres me critiqueraient durement ça aussi,
c'est arrivé mais je n'imaginais pas que tant de gens écriraient en disant « ça m'est arrivé pareil, c'est comme si tu racontais ma vie, merci de mettre des mots dessus. » Et c'est moi qui dois vous remercier. J'ai lu chaque commentaire. Certains m'ont fait pleurer, oh oui, même si vous ne le croyez pas, je pleure aussi. D'autres m'ont mis en colère, je l'admets. Et beaucoup m'ont rappelé des choses que j'avais bien enfouies, bien cachées sous cette phrase typique, ce n'est pas si grave. Mais si, c'était grave. Ça l'a été. Et c'est pourquoi j'écris cette dernière mise à jour, pour répondre à certains messages qui revenaient souvent. Mais c'est ta famille, un jour tu vas le regretter. Astérisque astérisque je l'ai entendu depuis que j'ai l'âge de raison, comme si partager le même sang était une excuse pour tout encaisser, comme si le mot maman ou sœur te donnait automatiquement un passe-droit pour blesser. Non, je ne regrette pas. Et tu sais quoi? Si un jour je regrette, ce sera de ne pas avoir mis de limite plus tôt, de m'être laissé utiliser si longtemps, d'avoir voulu m'intégrer là où on m'avait déjà exclu il y a des années. Toi aussi, tu as l'air rancunier. Tu n'as pas pu en parler avant de disparaître? Astérisque astérisque j'ai parlé, je le jure. Une fois, la voix tremblante, j'ai dit à ma mère, parfois, j'ai l'impression que personne ne me voit. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Oh David, toujours avec tes histoires, pourquoi faut-il que tu gâches tout avec tes émotions? Dans ma famille, parler de ce qu'on ressent, c'est se faire passer pour une victime. Poser des limites, c'est être ingrat. Et se fatiguer, c'est être égoïste. Ce n'était pas de la rancune, c'était de l'autodéfense. Et oui, quand quelqu'un qui dit toujours oui finit par dire non, les autres le prennent comme une attaque. Mais ce n'en est pas une, c'est de la survie émotionnelle. Ça t'a fait mal de t'éloigner? Astérisque astérisque énormément. Je ne le montre pas autant, mais oui, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de supprimer ma sœur de mes contacts rapides, de bloquer ma mère, de ne pas répondre aux messages vocaux de ma tante Inée. Mais ça me faisait encore plus mal de rester là, à attendre qu'un jour il me voie, qu'il me remercie, qu'il me valorise. Et ça n'est jamais arrivé. Il y a eu des nuits où je me suis endormi en pleurant, des jours où je me suis senti vide, des moments où je me suis demandé, et si c'était moi le problème? Mais non, je n'étais pas le problème. J'étais juste fatigué de donner, de soutenir, et de ne pas recevoir le minimum. Tu leur reparlerais? Astérisque astérisque pas aujourd'hui. Et pas par fierté, mais parce que revenir serait comme me remettre dans une maison en feu en espérant que cette fois, je ne me brûle pas. S'il change un jour, vraiment, pas avec des larmes feintes ou des emails pleins de culpabilité, alors peut-être. Mais seulement si je peux revenir en tant que personne, pas en tant que soutien émotionnel, pas en tant que banque, pas en tant que celui qui encaisse toujours tout. Je veux remercier tous ceux qui ont commenté avec empathie, ceux qui ont partagé des histoires bouleversantes qui m'ont laissé avec une boule dans la gorge, ceux qui m'ont dit « je te crois », même si ça fait mal. Merci aussi à ceux qui m'ont critiqué. Tous ne l'ont pas fait avec de mauvaises intentions, certains m'ont permis de voir les choses sous un autre angle. Mais si toi, qui lis ceci, te sens invisible dans ta propre famille, si tu as l'impression de donner encore et encore sans que personne te voie, si tu penses que parler, c'est faire du drame, que pleurer, c'est déranger, et que poser des limites, c'est être égoïste, tu n'es pas fou. Tu n'es pas le problème. Et tu n'es pas seul. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'estime de soi. Oui, au début, ça fait mal, mais après, tu respires. Et tu te rends compte que l'air sans culpabilité, sans manipulation, sans avoir à demander la permission d'exister, a un goût différent. Merci de m'avoir lu. Merci de m'avoir laissé tout raconter. Ça m'a fait plus de bien que je ne l'imaginais.